Le projet dont je vais vous parler aujourd'hui concerne le rôle du récepteur à la dioxine et l'effet de ses ligands sur le système nerveux. C'est un projet ANR qui a été mené conjointement avec deux équipes INSERM qui font partie du laboratoire du professeur Barouki, l'équipe du professeur Charles Belmassad et l'équipe du professeur Xavier Koumoul, qui était le porteur de ce projet et qui n'a malheureusement pas pu être là aujourd'hui. Alors nous travaillons tous à l'UFR des sciences fondamentales et biomédicales des Saints-Pères. La particularité de cet endroit, c'est qu'on y trouve des chimistes, des physiciens, des biologistes, et donc c'est un lieu dans lequel on peut faire des recherches interdisciplinaires, ce qui est le cas du projet que je vais vous présenter. Donc aujourd'hui, nous parlons de dioxines et de leurs récepteurs, le récepteur AHR. Donc les dioxines sont produites par des activités industrielles, des incinérations non contrôlées et également par des feux de forêt pour les causes naturelles. Donc ce sont des polluants organiques persistants qui présentent deux problèmes. Le fait qu'ils soient persistants fait qu'elles s'accumulent dans la chaîne alimentaire. Et elles ont une demi-vie dans l'organisme qui est long, donc 7 à 11 ans. La famille des dioxines comporte plus de 400 composés qui sont chimiquement apparentés, dont une trentaine sont toxiques. La plus toxique, c'est la dioxine de Céveso que nous appelons TCDD, donc c'est elle qui est utilisée en toxicologie. Et donc, cette TCDD vient se fixer au récepteur AHR, donc le aryl hydrocarbone récepteur. Alors, le problème des dioxines qui nous concerne ici, c'est des problèmes de neurotoxicité. Pour deux raisons. Les dioxines, tout d'abord, passent la barrière hémato-encéphalique et passent également la barrière placentaire, donc ce qui pose des problèmes pendant le développement du cerveau. Vous avez ici sur ce schéma l'expression du récepteur AHR dans le cerveau de rongeurs. Donc, vous voyez qu'il est très fortement exprimé au niveau du bulbe olfactif, du cortex, de l'hippocampe, de l'hypothalamus ici et du tronc cérébral et cervelet. Alors il y a un certain nombre d'études épidémiologiques au cours de la petite enfance et des expositions expérimentales à la TCDD pendant le développement chez les rongeurs qui ont montré que cette exposition conduit à des retards cognitifs, des problèmes attentionnels, des problèmes d'apprentissage, de mémoire et de motricité. Alors la question à laquelle nous sommes intéressés dans ce projet ANR est celui du rôle physiologique que pourrait avoir ce récepteur AHR dans le système nerveux. Donc l'idée, c'est qu'il existe des ligands endogènes qui viennent se fixer au récepteur pour réaliser une fonction physiologique, et que dans le cas d'exposition à des xénobiotiques et à des dioxines, ces xénobiotiques viendraient perturber les fonctions physiologiques en détournant le récepteur de ses fonctions normales. La stratégie qu'on a utilisée, c'est celle d'utiliser des souris KO, donc des souris qui n'expriment pas le récepteur au AHR. Donc on parle de souris AHR moins. C'est des souris qui ont des problèmes dans différents systèmes, cardiovasculaires, hépatiques et système reproducteur. Et donc nous sommes attachés à caractériser leurs problèmes au niveau du système nerveux. Alors, on a réalisé tout d'abord des études sur différents systèmes sensorimoteurs. Donc, le test qui est représenté ici, qui est très classique, c'est le Rotarod. Ça consiste à mettre les souris sur une barre ici qui tourne et qui accélère, et à mesurer au bout de combien de temps ces souris tombent. Et vous voyez que des souris normales apprennent et donc mettent de plus en plus longtemps à tomber, ce qui n'est pas le cas des souris à AHR-. Donc ça montre qu'elles ont des problèmes de coordination motrice et peut-être d'intégration sensorimotrice, mais c'est un test qui n'est pas très spécifique. Donc ensuite, on a essayé d'aller vers des tests plus spécifiques. Alors ça, c'est ce que je réalise
dans l'équipe. Donc notre cœur de métier, c'est de faire de la vidéoculographie. Donc ça consiste à filmer l'œil de la souris pour étudier un certain nombre de réflexes qui permettent la stabilisation du regard. Donc des réflexes vestibulaires, oreille interne, qui concernent le cervelet, et des réflexes d'origine visuelle. Alors, voici le principal résultat dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est qu'on a trouvé chez ces souris AHR-, un problème de stabilisation du regard avec la présence d'un nystagmus spontané. Donc là, je vais essayer de vous montrer des vidéos. Alors c'est un exercice un peu risqué dans les conditions actuelles. Je vous montre d'abord le regard stable d'une souris qui n'a pas de problème. Vous voyez, c'est un œil stable, il ne bouge pas. Donc ce qu'on voit là, c'est la pupille, hein. Donc l'œil et la pupille. Donc c'est un test qui est réalisé à l'obscurité, hein. Donc la souris est dans le noir et elle ne voit rien. Bon, maintenant je vais vous montrer l'œil de deux souris à HRKO. Et vous allez voir qu'on va le voir celui-ci osciller doucement, hein, selon cette trace, et celui-ci osciller assez rapidement, comme je le fais avec le curseur. Voilà, donc les souris à HRKO souffrent d'un nystagmus spontané. Alors ce qui était absolument bluffant pour moi, d'abord, c'est que je n'avais jamais vu ce type de nystagmus alors que j'ai filmé un certain nombre d'œils d'un certain nombre de souris. Et ensuite que 100% des souris à HR-, présentent ce phénotype qui est vous voyez, assez impressionnant, hein. Il n'y a rien de subtil. On le quantifie, mais le résultat qualitativement est très facile à voir. Alors on a caractérisé le fait qu'il s'agit d'un nystagmus congénital, alors qu'on a appelé idiopathique. Donc en fait, c'est un trouble qui apparaît chez des enfants en bas âge. Et comme chez l'homme, on a montré que le nystagmus apparaît très tôt dans la vie de nos souris. Alors on a réussi à le mesurer à partir du 26e jour après la naissance. Et vous voyez qu'il s'aggrave en fait. Donc ça c'est l'amplitude des mouvements des yeux. Il s'aggrave au cours du temps. Deuxième caractéristique qui rappelle le phénotype observé chez l'homme, c'est que ce nystagmus est plus grave à la lumière qu'à l'obscurité. Donc c'est contre-intuitif, hein. On s'attend à ce que au noir on ait l'œil qui oscille, et lorsqu'on a de la lumière, on arrive à fixer le regard. Alors vous voyez ici, c'est mesuré chez les mêmes animaux, les croix rouges représente le nystagmus à l'obscurité, et lorsqu'on met l'animal à la lumière, eh ben, l'œil oscille avec plus d'amplitude et une plus grande fréquence. Donc on a décrit pour la première fois ce lien entre le récepteur AHR et des problèmes oculomoteurs chez la souris, et à notre grand plaisir cette année, des collègues répartis dans plusieurs pays européens se sont servis de ces résultats pour montrer que on a exactement le même problème chez l'homme, c'est-à-dire qu'ils ont étudié des patients qui sont, ici vous avez une fratrie, qui sont AHR-, et comme vous allez le voir, on retrouve exactement le même phénotype. Une minute seulement. Ah, je vais accélérer. Donc voilà, on était content de voir que pour une fois, alors qu'on entend souvent dire que la souris, les rongeurs, les modèles animaux ne sont pas un beau modèle de pathologie humaine, là, ici on est allé, vous voyez, de la souris vers l'homme. Alors, l'avantage des modèles animaux, c'est qu'on peut essayer de trouver les causes cellulaires, donc on a fouillé un petit peu, pour vous le dire brièvement, parce que j'ai plus beaucoup de temps, on a trouvé que ces souris avaient un problème dans le traitement des informations visuelles, et on a identifié notamment au niveau des nerfs optiques des problèmes de myéline, de démyélinisation des nerfs optiques.
Et ceci, on l'a caractérisé au niveau cellulaire en montrant que une des protéines, alors que ces souris avaient des problèmes dans la composition lipidique, et qu'une des protéines impliquées dans la structure de la myéline est manquante. Et c'est des résultats qui ont été reproduits par l'équipe de Xavier Coumoul in vitro, donc en exposant des cellules normales à de la TCDD. Eh ben, ils ont retrouvé cet effet d'une sous-régulation de la protéine MAG. J'en viens à la conclusion. Donc, globalement, pendant ce projet, on a montré l'implication du récepteur AHR dans le développement du système visuel, son implication dans la myélinisation du système nerveux central. On a également trouvé des problèmes d'inflammation. Alors là, on a un triptyque entre inflammation, démyélinisation et problème de stabilisation du regard qui est assez courant pour les pathologies cérébrales, comme par exemple la sclérose en plaques. Et on a également montré pendant ce projet, je n'en ai pas parlé aujourd'hui, qu'on a trouvé des résultats similaires dans le système périphérique, c'est-à-dire ces problèmes de myéline concernent le système nerveux central et le système nerveux périphérique, ainsi qu'un rôle du récepteur AHR dans les tumeurs malignes des gaines des nerfs périphériques. Je termine en remerciant l'ANR, le CNRS, l'Université de Paris et l'INSERM qui nous ont financés, ainsi que les 32 co-auteurs qui ont participé aux études que nous avons publiées, et en particulier les 6 qui sont les premiers auteurs, donc les étudiants et postdocs qui ont fait un travail magnifique. Merci. Oui, merci beaucoup pour ces résultats très intéressants. J'ai une question par rapport au phénotype que vous observez avec le rotarot, donc un problème de coordination motrice. Est-ce que vous avez regardé ce qu'il en était de l'activité motrice générale avec des tests comme l'aximètre, le cyclotron, pour voir s'il n'y a pas aussi un défaut, une diminution de l'activité par exemple de ces souris? Oui, alors il y a, de mémoire, hein, elles ont effectivement des défauts d'activité. Bon, c'est des souris qui ont tas de problèmes, hein, de problèmes moteurs qui sont assez évidents. La difficulté ensuite pour rentrer dans les défauts, c'est de travailler sur des systèmes qui sont plus réduits, d'où mon attrait pour les systèmes de stabilisation du regard, où on est sur des chaînes réflexes qui sont bien caractérisées et courtes. Ça nous a permis de fermer un nombre de portes, hein, je dis. Moi j'ai commencé par regarder s'il y avait des problèmes cérébelleux, parce qu'il y a beaucoup de récepteurs au niveau du cervelet, c'est pas le cas. Au niveau de l'oreille interne, c'est pas le cas. Vous voyez, comme ça on a été, je ne présente pas les résultats négatifs, mais comme ça on a pu avancer dans la description du modèle. Est-ce qu'on peut, une question un peu naïve, est-ce qu'on peut reproduire en fait ce phénotype en présence de haute concentration en molécules justement? Donc est-ce qu'on pourrait reproduire ce phénotype en exposant les souris à la TCDD? Au dioxine. Alors on a essayé et on n'a pas réussi. Essentiellement, on se heurte à deux difficultés qui sont les niveaux d'exposition. Voilà, c'est le mode d'exposition et le niveau d'exposition à des stades très précoces du développement. Donc on a essayé un certain nombre de stratégies expérimentales comme ça, qui nous ont pas permis de reproduire le nystagmus. Est-ce qu'il y a un impact sur la survie des oligodendrocytes qui fabriquent les gaines de myéline? Alors on s'est intéressé effectivement aux oligodendrocytes. Le résultat que je vous ai montré à la fin, là, la diminution de MAG, c'est sur une lignée d'oligodendrocytes. On a également réalisé une souris KO uniquement dans les oligodendrocytes et on a retrouvé le nystagmus avec un critère de gravité un peu moindre. Il est présent mais un peu moins développé et surtout moins de problèmes d'inflammation.